J'ai agréablement été surprise de mon entretien avec Marc-Antoine Reid. Non pas que j'avais des appréhensions ou quoi que ce soit, mais je dirais que ce que je retiens de cette discussion-là, c'est le mot bâtisseur. Marc-Antoine, c'est ça qu'il veut à travers son expertise de planificateur financier. Il veut bâtir des choses, oui, par son domaine professionnel, mais aussi dans sa vie en général. Puis c'est vraiment ce qui ressort de cet épisode du balado Histoire d'entrepreneur. Quelques concepts aussi fiscaux, hein? C'est la façon de le dire, pour peut-être des entrepreneurs à l'écoute qui voudraient savoir comment optimiser les sous, les surplus au sein de l'entreprise. C'était vraiment intéressant. Bonne écoute. Le gros trip de ma vie, ça a toujours été de combattre contre le statu quo. Histoire d'entrepreneur. J'aime ça développer un concept novateur, investir là-dedans, puis voir les gens qui trouvent leur compte dans le concept. Avec Joanie Fortin. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des moments tough, on va en parler. Le podcast Histoire d'entrepreneur, présenté par l'équipe Marc-Antoine Reid d'IG Gestion Privée. marc-antoinereid.com. Marc-Antoine Reid, qui est le commanditaire de cette nouvelle saison de balado. Tellement contente de te recevoir. Bien, merci de me recevoir. Et d'en apprendre davantage sur toi qu'on voit partout, qu'on entend régulièrement aussi sur les ondes de Boulevard 102.1. Chaque semaine. Oui, à chaque semaine avec l'émission Reg le matin, Reg Against le matin, oui, avec Jeff et Max. Mais là, on dirait que je me sens privilégiée de pouvoir passer 1 heure avec toi et découvrir l'homme derrière le planificateur financier. Ah, c'est bien gentil, c'est plus moi qui me sens privilégié. Ah, bon, ben tant mieux. Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que le mode balado, c'est un format que tu connais ou dans lequel tu Pas tant. Non? Je vois de plus en plus de gens qui sont actifs là-dessus. Je trouve ça intéressant comme format. Je pense que ça permet d'aller un petit peu plus loin. J'ai déjà eu quelques expériences similaires, mais c'est une première pour moi ce matin. Ben écoute, moi, je serai de confidence avec toi. La planification financière, c'est quelque chose avec laquelle je m'initie depuis quelques années. J'ai un planificateur financier dans ma vie, mais je t'avoue que ça n'a jamais été facile pour moi de savoir ce que je fais avec mon argent puis comment je l'utilise, blablabla. Fait que j'ai l'impression qu'on va s'apporter, toi et moi, au cours du prochain entretien parce que autant que toi, le balado, c'est quelque chose peut-être de nouveau. Moi, la planification financière, c'est pas ma tasse de thé. Fait que tant mieux si les deux, on est néophytes dans chacune de ces expertises-là. Moi, ma job, c'est de te mettre à l'aise puis faire en sorte que les prochaines minutes se passent bien. C'est bien parti. Ben tant mieux. Marc-Antoine, on est liés ensemble de manière plus intime par un beau projet qui t'anime énormément, qui m'anime aussi. Puis là-dessus aussi, je me sens super privilégiée. On va en reparler un petit peu plus tard. Mais parlons donc de ta profession. OK. Planificateur financier. Raconte-moi ton histoire professionnelle. Qu'est-ce qui m'a amené à devenir planificateur financier? D'où ça part, les études, ta formation peut-être. Écoute, honnêtement, ça part d'une passion pour les marchés boursiers. C'était ça. La passion première, c'était le placement, l'investissement, les marchés boursiers. Donc là, ça m'a fait choix. J'ai eu mon compte pour gérer ma propre argent à travers maman. J'avais même pas l'âge là, pour le faire, donc elle m'aidait. Puis je m'intéressais beaucoup à ça. Puis par la suite, en choisissant mes orientations, j'ai étudié en administration à l'Université Laval. Après ça, j'ai fait plusieurs cours spécialisés. Puis la deuxième chose, c'était la passion de l'être humain. J'aime les gens, puis tout ça. Ça fait que des fois, c'est un petit peu difficile à concilier en finance. Il y a beaucoup de jobs en finance qui étaient moins en contact avec les êtres humains. Moi, ça a toujours été les deux tangentes. Donc, le placement, je dirais maintenant plus large, l'enrichissement et les êtres humains, ce qui fait que j'ai toujours été en contact dans mes choix ou dans mes Y, j'ai toujours été en contact avec les clients par la suite. Puis là, l'enrichissement, c'est beaucoup plus que la gestion de portefeuille, c'est important, mais c'est beaucoup plus que ça. Donc là, avec le temps, je suis devenu planificateur financier et toutes les sources, dans le fond, pour aider les gens à s'enrichir, je les étudiais, je les mettais en application, je posais beaucoup de questions aux meilleurs experts. J'ai eu la chance d'avoir des bons mentors aussi quand j'étais jeune. Et des fois, ils me trouvaient tannant avec mes questions. J'aime ça comprendre à fond, là. Puis aujourd'hui, je me sens en application avec mes clients qui sont principalement constitués d'entrepreneurs, donc comme toi, là, où tu es animatrice radio, je sais que tu es entrepreneur aussi, puis et d'autres, puis les professionnels qui peuvent s'incorporer aussi. OK. Là, il y a plein de questions qui me popent en tête. J'essaie de garder bien casées dans ma tête jusqu'à ce que je les pose. D'abord, tu disais, quand j'étais jeune, j'avais pas l'âge de gérer mon argent, puis ça t'intéresse
l'argent, les placements depuis que tu es tout petit? Ouais, depuis, je sais pas, j'avais un oncle là, qui faisait des placements boursiers, puis j'aimais ça en jaser avec lui. Puis je m'intéressais à ça. Je sais pas, j'ai toujours une passion pour l'enrichissement. Pourtant, c'est pas tant matériel, tu sais. Mais c'est ça. Puis bref, je m'y intéressais initialement pour moi. Puis par la suite, ben là, c'est devenu un métier. Puis tantôt, tu disais que tu es un peu néophyte dans le domaine où on sent un peu... de dire, tu sais, pas une crainte, mais tu sais, une espèce d'inconfort avec la planification financière dans ton langage. Là. Ben, tu sais, t'es absolument normalement constitué. La majeure partie des gens sont comme toi. C'est aussi un peu mon rôle. Ben, tu sais, un des grands rôles, c'est de sensibiliser les gens à y consacrer du temps, malgré cet inconfort-là, ou à l'occasion se recule à le faire, ou procrastination un peu. Puis, rendre ça le fun aussi, tu sais, mettre les gens confortables. Tout ça, tu vois, l'argent, c'est relié à tout. Hein, puis t'as tellement raison. Puis on dirait que rendu là, je suis comme à l'aube de ma quarantaine, puis là, je m'intéresse parce que je me sens peut-être un peu plus à l'aise aussi financièrement. Puis je me dis, bon, là, comment je peux justement investir mes sous pour l'avenir? Parce qu'à un moment donné, on dirait que dans ta vie, t'es comme au bat, puis il y a juste de l'argent qui sort. Il y en a pas qui rentre, puis t'en as pas de surplus. Fait que tu te dis, mais je fais quoi? Mais je te dirais que moi, je pense qu'à l'âge de 24 ans, il y a le meilleur ami à mon frère qui est devenu aujourd'hui, qui est mon planificateur financier. Puis ça me fait rire parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé justement à prendre des assurances, des trucs comme ça, assurance vie, assurance. Mais tu sais, si ça n'avait pas été de lui, qui, au début de sa carrière, voulait se monter une clientèle, puis il m'a dit, tu sais, Joanie, on se connaît depuis longtemps, tu sais. Puis là, j'ai commencé à mettre un petit peu de sous là-dessus. Je sais pas où j'en serais aujourd'hui. Puis encore aujourd'hui, je trouve que je suis pas rendue si loin que ça pour une personne de mon âge, mais tu disais tout à l'heure que tu es quelqu'un, non pas d'insistant, mais qui pose beaucoup de questions, puis que, qui lâche pas le morceau, là, si on veut. Je pense que ça prend-tu ce genre de qualité-là comme planificateur financier, de garder une espèce de constance avec ta clientèle ou une espèce de régularité, si on veut, de placement ou d'investissement? C'est sûr qu'à l'occasion, il faut provoquer les choses, puis tout ça, puis ça part beaucoup de nous, là, de dire, ben là, ça fait tant de temps qu'on ne s'est pas vu, ce serait le temps de faire, de réviser ton dossier. Fait que ça, oui, mais moi, je dirais, le défi, c'est de proposer aux gens de s'y pencher. Puis là, je compare ça, tu t'entraînes beaucoup. Il y a des journées que ça tente moins de t'entraîner, je suis sûr. Tout à fait. Quand tu commences ou la journée que ça tente moins, quand tu y vas pareil, comment tu te sens quand tu sors du gym? Je suis tellement contente. T'es fière? Ben oui, puis encore mieux que si j'étais pas allée. Moi, c'est ça mon objectif. C'est ça que je sens des clients quand ils sortent du bureau. Ils ont fait quelque chose que peut-être que ça leur tentait pas tant. Puis là, ça dit, Colin, je le fais pour moi. On m'a bien expliqué, je vois un impact que ça peut avoir sur moyen puis long terme, puis je me sens bien de l'avoir fait. Puis idéalement en confiance, puis tout ça. Là. Puis, tantôt, je compare, on parle d'entrepreneurs, puis tout ça. Une des choses qui n'est pas innée chez les gens, puis c'est un peu comparable avec un entrepreneur. Les meilleurs entrepreneurs, ils ont souvent, ou presque tout le temps, ils ont une vision. Puis ils mettent les choses en place pour atteindre leur vision. Puis la réussite en entreprise, bien, c'est quand cette vision-là, elle crée de la valeur, puis elle répond aux besoins de plein de gens autour. Puis il y en a plein. Là, la bouteille de ketchup à l'envers, mettons, Christy, combien d'années qu'on s'est éclaté le ketchup sur la chemise? Mettons, c'est probablement Heinz qui l'a inventé, là, mais tu sais... Donc, ça a ajouté quelque chose, puis là, les gens répondent bien, puis ils achètent le truc, puis l'entreprise a une croissance. Mais les meilleurs entrepreneurs, ils ont une vision, puis ils l'accomplissent. Bien, c'est un petit peu ça le rôle du planificateur financier aussi. Là, on chiffre un peu, on parle du futur, puis on démontre les liens entre les gestes qu'on peut poser aujourd'hui, puis l'atteinte de... Moi, les mots que j'aime, c'est l'indépendance financière, l'indépendance de décision, si tu continues de faire bien les choses, je fais juste extrapoler de parce que tu parles. Mm-hmm. Mais si à un moment donné, tu n'es pas bien dans une situation, puis tu as les sous, ben, tu peux arrêter plus tôt. Tu peux te dire, ben moi, je suis pas bien là-dedans, j'arrête, puis je me retrouverai qu'est-ce qui correspond à mes aspirations professionnelles. Ça a une grande valeur. C'est toujours ce qui a le plus de valeur pour moi, au-delà de qu'est-ce que tu peux t'offrir comme qualité de vie. C'est comment tu construis ton indépendance financière. Puis ça, ben aussi, ça enlève un paquet de stress aussi, là, quand l'aspect financier est correct. Là. Fait que là, de ce que je comprends, c'est que toi, tu travailles principalement avec des entrepreneurs, justement. Exact. J'ai pas exclusivement des entrepreneurs
dans ma clientèle parce que j'ai de la famille, j'ai des gens que j'apprécie, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Mais mes efforts, mettons, pour me faire connaître, sont axés vers le marché des entrepreneurs. Parce que je suis moi-même un entrepreneur, parce que c'est beaucoup plus complexe. Donc, après plusieurs années, quand on a acquis beaucoup d'expérience, ben, c'est plus stimulant parce qu'il y a il y a de la complexité. Aussi, on ne se le cachera pas, les gens s'intéressent un petit peu plus à ça. Il y a des outils maintenant qui facilitent le travail pour des gens qui seraient tentés. Il y a plusieurs erreurs de le faire seul. C'est impossible de bien faire les choses si tu es un entrepreneur. Mettons, tu as une compagnie de gestion, tu accumules ton actif retraite dans la compagnie de gestion. Un jour, tu vas vendre ton entreprise. Comment tu vas la vendre pour payer le moins d'impôts? C'est impossible de faire ça si tu n'es pas un expert auto. Ça fait que ça, c'est stimulant. Puis tout ça. Puis aussi, les entrepreneurs, ben c'est des gens... mettons, allumé, ça se nourrit de ça aussi. Oui. Là, les gens, ils parlent de leurs projets. J'aime ça faire, comprendre différents modèles d'affaires, puis tout ça. Ça fait qu'au-delà de ça, c'est la portion qui est stimulante aussi. Bref, il y a beaucoup à faire, puis c'est agréable de côtoyer les entrepreneurs. Aussi, si tu leur fournis des bons arguments, si tu leur démontres des choses concrètes qui vont améliorer leur situation, bien, ils sont capables de prendre des décisions. Ils font ça tous les jours, prendre des décisions, les entrepreneurs. Tu es un entrepreneur, tu l'as dit. Sous quelle manière ça se concrétise? C'est quoi ton modèle d'affaires? Parce que je sais qu'à une certaine époque, tu étais salarié. Tu as switché vers l'entrepreneuriat. Comment ça s'est fait? Là? Tu pars d'où pour en arriver? J'ai été chanceux. Je considère ça parce que je viens pas de... je viens d'une famille pour qui les autres études, c'était important. C'est que ça a transcendé dans moi puis mon désir de parfaire, même après le bac, là, avec mon CFA et toutes sortes de trucs. Mais je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents sont enseignants, les deux. Étaient enseignants, sont retraités aujourd'hui. Fait que c'était pas inné. Par contre, j'étais toujours très entrepreneur, puis vouloir améliorer les choses, changer les choses, remettre les choses en question. C'est des qualités qui se retrouvent souvent chez les entrepreneurs. Puis, qui peuvent être dans un contexte employé, si elles sont mal utilisées, peut-être moins bien vues aussi. Ça dépend des milieux, effectivement. Puis ça dépend aussi, mettons quelqu'un qui est comme ça, puis qui a peut-être moins l'intelligence émotionnelle, il va bousculer de la mauvaise façon, des fois, l'entourage. Là. Fait que ça, il y a une attention à porter là-dessus. Mais bref, j'étais expert en placement, si on veut, ma première grande expertise. Puis j'ai été engagé chez IG comme spécialiste en placement pour une clientèle interne qui était les conseillers financiers, qui étaient l'expert en placement, qui m'invitaient à aller voir leurs clients plus fortunés pour la portion placement. Mais là, ce que ça m'a permis, c'est de découvrir et côtoyer et d'aider des entrepreneurs parce que les conseillers chez IG sont à leur compte. Puis de voir un peu le lien qu'il y avait avec leurs clients, leur entreprise, parce qu'une clientèle dans mon milieu, au bon endroit, ça a une valeur. Donc, tu peux construire ton entreprise, ça se revend. Aussi, c'était des bonnes personnes que je côtoyais, puis j'apprenais d'eux, mais je me disais, je suis capable de faire ça. Moi aussi, c'est important d'avoir une certaine confiance aussi. Puis il y a des opportunités qui sont présentées. Ça fait que là, je suis devenu à mon compte, puis tantôt, hors d'onde, je te parlais de quelque chose à l'interne que les gens... Ça a changé aujourd'hui, mais j'ai été directeur régional. J'ai dirigé un bureau de services financiers pendant près de 7 ans. Puis dans notre modèle qui est entrepreneurial, même les directeurs régionaux, quand tu étais choisi de la même façon qu'un directeur bancaire, il fallait être le candidat de l'entreprise, mais lorsque c'était fait, tu achetais le bureau. Okay. Et quand tu arrêtes, tu revends le bureau. Donc, j'ai eu ma propre entreprise, si on veut, ma propre franchise quand j'étais directeur régional. Mon rôle, c'était de guider puis d'amener de la croissance à travers d'autres conseillers financiers, en leur expliquant les méthodes, je croyais, qu'elles allaient être le plus efficaces, qui allaient aider des clients, puis que les clients allaient nous faire des références puis avoir plus de business. Fait que ça, indirectement, j'ai continué d'être entrepreneur à ce moment-là. Puis aujourd'hui, là, il y a maintenant un peu plus de quoi, ça fait 7 ans, là, j'ai revendu le bureau, puis je me consacre à ma clientèle, qui est orientée vers les entrepreneurs. Ça fait que, bref, l'entrepreneuriat s'est développé au début en observation. Et là, j'ai gagné confiance de dire, écoute, je suis capable de faire ça, je suis capable de me lancer un petit peu dans le vide, puis d'être entrepreneur moi aussi. Et aujourd'hui, je suis toujours à mon compte. Là, je suis à la tête d'une petite équipe, j'ai des salariés dans l'équipe, mais si je travaille pas demain ou mes clients me quittent, j'aurai pas de salaire. Il n'y a pas personne qui me donne de salaire fixe. Puis ça, là, racheter le bureau régional, même si tu disais j'avais la confiance et tout, tu passais quand même à un step supérieur dans le risque, dans tout ça. Est-ce que à un moment donné, tu as eu une crainte ou tu savais que ça allait fonctionner, puis tu rentrais dans le tas, comme on dit, d'un côté de moi, il y a comme un peu... c'est un peu contradictoire. Il y a un côté de moi qui est très confiant, mais
j'ai un côté de moi qui est toujours un petit peu la remise en question puis le doute. Puis je pense que c'est d'écouter les bonnes voix. Mais au début, comme plusieurs entrepreneurs que je vois aujourd'hui puis que j'accompagne, là, quand tu viens d'acheter, des fois, avec le recul puis avec les années, tu te rends compte que tu es un peu trop sédent, là, comme l'expression. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a un niveau de stress additionnel. Tu viens de faire... tu viens indirectement d'acheter... Nous autres, on a un modèle particulier. Là. Je suis pas allé à la banque emprunter un gros montant puis tout ça, mais tu viens de prendre un risque d'emprunter si on veut. Ça fait que des fois, tu fais des petites erreurs avec ça parce que tu veux trop fort ou ton niveau de stress est peut-être ressenti par les gens de quitter le leader. As-tu des exemples qui pourraient justement peut-être allumer les gens qui nous écoutent, des exemples de petites erreurs que tu as fait au début? J'en ai plein, mais en même temps, pas de particulier. C'est juste le côté, mettons, l'espèce de force que tu développes pour que les gens te suivent puis que tu les fasses changer de vitesse puis tout ça. Comme une insistance, si on veut? Elle vient pas de la même façon. Au début, si tu veux un petit peu trop fort, des fois, les entrepreneurs font un peu plus pousser, si on veut. Oui. Puis pousser des travailleurs autonomes, ça marche pas. Il faut plus que t'inspires. OK. Fait que ça, c'est peut-être une nuance. Mettons que la première année, là, comme directeur régional, il y a eu un ajustement. Par la suite, les choses sont mises à... Faites quelques mots stratégiques aussi. Les choses comment sont bien tu allées. fais ça, inspirer pas un entrepreneur, mais mettons un travailleur autonome? Je pense que c'est par l'exemple, premièrement. Après ça, prendre le temps de l'aspect humain est super important. Après ça, c'est de suggérer peut-être subtilement. Moi, je disais souvent, si tu amènes une idée à quelqu'un, des fois, il ne la retiendra pas. Mais si c'est un entrepreneur, c'est des gens qui ont plein de qualités. Ils ont fait bien des choses par eux-mêmes. Ça fait qu'ils ne prennent pas nécessairement les conseils de... Mais si t'influences, puis 2 ans après, la personne te revient puis elle dit « j'ai une idée », puis c'était ce que tu disais, ça veut dire que ça a fonctionné, là, même si t'en as pas le crédit. Ça, t'as pas des fois tendance à se dire « mais je te l'avais dit ». Ça marchera pas, ça. C'est comme si tu vas avoir ton... Ça sert à rien d'aller là. C'est moi la petite victoire sans l'interne. Je pense qu'il faut la garder. Puis, mais j'adore. Mais je trouve ça bien que tu t'adaptes, justement. Puis donc, probablement que tu as un très fort... pas souci, mais tu as un très fort talent d'analyse de ta clientèle pour être capable de t'adresser à elle de la bonne façon. Tu sais, si, mettons, tu me dis, oui, les entrepreneurs, ils ont tous une façon d'être qui est, somme toute, générale, mais du cas par cas, tu dois quand même avoir des capacités adaptatives ou du moins une façon de lire les gens à mon avis, c'est incroyable. Fascinant. Les gens ne se doutent pas à quel point... il y en a plein qui disent « planificateur financier, ça peut-être plate » ou des fois, je le sens aussi, il y a les planificateurs financiers, on a l'impression que je suis plate dans la vie de tous les jours. Mais en réalité, c'est l'être humain, là, puis même, c'est fascinant, c'est un peu de la psychologie aussi, parce que la relation avec l'argent de chaque personne est différente. La jeunesse que tu as eue avec les sous a une influence sur ta façon d'être aujourd'hui puis prendre tes décisions aujourd'hui. Parle-moi de ça, ça me fait capoter parce que moi, je suis là-dedans, là, comme j'essaie de m'intéresser à pourquoi j'ai des réticences avec l'argent à certains points, pourquoi ça me rend si émotive à d'autres occasions, pourquoi là, je suis prête à... Pourquoi là, ça me dérange pas de dépenser pour ça. Puis on m'a dit qu'il y avait vraiment une relation psychologique avec les sous. Il y a ta personnalité, là, mais il y a quand même des éléments... Mettons quelqu'un, je pense pas que ça va donner l'explication pour ta situation, mais pas la mienne, quelqu'un qui a manqué de sous quand il était jeune, que ça a été difficile, que la famille manquait de sous, puis tout ça, il va avoir tendance à avoir de la difficulté à dépenser, avoir peur d'en manquer, puis avoir de la difficulté à dépenser. Ça fait que souvent, le pattern de ça, là, quand ces gens-là arrivent à la retraite ou même avant, des fois, je leur dis, là, tu peux dépenser plus. C'est l'inverse. On dit plus souvent l'inverse. Là, je dis plus souvent aux gens, il faut que tu épargnes plus si tu veux pouvoir arrêter. Mais quelqu'un qui en a manqué, des fois, ça va rester toute sa vie. Il va avoir peur un peu d'en manquer. Il va bien faire les choses. Il va accumuler, il va être un bon accumulateur. Mais des fois, la portion que tu dois en profiter, elle va être moins là. Ça, c'est un exemple. Après ça, il y a les relations de couple. Les couples et l'argent, ça, c'est fascinant aussi. Là, chacun est différent. Chaque couple fonctionne de façon différente. Il y a tous les non-dits aussi. Les gens ne disent pas toujours la bonne raison. Mettons, il y a des gens qui ne veulent pas s'asseoir pour s'occuper de leurs finances parce qu'ils ne veulent pas montrer à quel point c'est pas bon. Parce que, leur bilan, qui ont l'air d'avoir des sous, mais qui n'en ont jamais mis de côté puis qui sont endettés. Ça fait que c'est des choses qu'on découvre avec le temps puis qu'on essaie de trouver des façons de naviguer à travers ça pour aider les gens à ces deux autres mêmes là aussi.
Tu le vis, ça, de manière régulière, tous les exemples que tu viens de nommer? C'est sûr qu'avec le temps, là, ça fait quoi, 23, 24 ans que je suis dedans. Là. Si je sens que la personne, c'est parce qu'elle est endettée, qu'elle ne veut pas me rencontrer, c'est pas le genre de client que je peux aider ou que je recherche. Là. Donc là, je creuse moins. Là. Mais les premières années, tu te remets en question parce que la personne t'arrive pas. Puis là, finalement, tu te rends compte que ta remise en question n'avait rien à voir avec toi, plutôt avec ce que la personne. Le côté prude des gens avec leurs sous aussi. Là, fait que, bref, il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Et toutes sortes des événements d'une vie aussi. L'année dernière, j'ai eu quelques séparations dans ma clientèle. Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe moins bien. Là. Donc, là, tu accompagnes les gens dans tout ça. Ça fait que ça aussi, c'est une portion que les gens oublient qu'on aime bien. Là. On accompagne les gens à travers tous les événements heureux et malheureux d'une vie normale, si on veut. Est-ce que ça t'affecte-tu, ça? Parce que j'imagine qu'une clientèle, tu l'as bâtie pour plusieurs années puis que tu as des clients peut-être qui te suivent depuis les tout débuts. Est-ce que des fois, est-ce que tu arrives à te détacher de ce qui se passe dans la vie de tes clients, même si il faut quand même que tu vives avec eux jusqu'à un certain point les conséquences financières de leurs différents événements? Est-ce que tu te sens impacté de ça émotivement? Bien, c'est sûr, émotivement, des fois, on est touché par des situations et tout ça. Mais je pense qu'il y a bien des métiers pires que ça. Là. Mettons, un policier qui voit des choses, les images restent. Il y a des métiers plus difficiles que moi, que le mien. Mon métier, c'est des filles, mais les plus grands seraient peut-être moins de ce côté-là. À mon avis, je trouve je vois plus ça, que ça soit heureux ou malheureux, je vois plus ça comme un privilège, que les gens t'aient posé leur confiance puis que tu fasses partie de les gens, de la vie des gens à travers les deux, les moments heureux, les moins heureux, puis qu'ils se retournent vers toi pour des conseils, pour passer à travers ces périodes-là, parce qu'il y a des trucs à faire. Dans le fond, quand il y a des changements importants, on a toujours besoin d'un bon planificateur financier, mais encore plus quand il y a des changements dans une vie, puis ça, c'est des points... C'est comme des Y dans une vie. Oui. Mettons, décède récemment, j'ai une cliente, son conjoint est décédé trop jeune du cancer. Ben là, je l'ai accompagné au meilleur que je pouvais là-dedans. Là. Il y a une bonne partie qui reste à faire puis qu'elle doit faire seule dans son deuil, puis cheminer, puis orienter sa vie. Mais c'est quand même un privilège de l'accompagner, puis dans tout ça. Là, bref. J'utiliserais ton expertise, justement, pour des entrepreneurs qui seraient à l'écoute, en mode planification financière. Ton travail, exactement, avec des entrepreneurs, c'est quoi? C'est pas... Puis ça, j'ai comme eu une distinction à faire dernièrement là-dessus, qu'un planificateur financier ne m'aidera pas au quotidien, comment dépenser mon argent ou comment revoir mon budget. Puis ça, j'aimerais ça qu'on fasse cette distinction-là, puis aussi savoir, avec les entrepreneurs, c'est quoi ta job avec les entrepreneurs, avec les entreprises et leur planification financière? OK. Peut-être d'un point de vue général, la job d'un planificateur financier, c'est une approche qui est humaine. On détermine les objectifs financiers du client. Ça touche à plein de choses de la vie. Puis après ça, on prend une photo de la situation financière actuelle, puis on dresse les chemins les plus rapides, les plus courts et les plus sûrs pour se rendre aux objectifs. Fait que dans la discussion, je vais fixer, mettons, Joanie, toi, à quel âge tu aimerais ça avoir la liberté d'arrêter si tu as moins la forme ou que ça ne te tente plus? Puis là, je dis, c'est quoi ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureux? Je dis souvent comme exemple, si c'est le hiking, puis ça te prend une paire de bottes de marche aux 2 ans, versus ta passion, c'est de la moto, puis tu veux changer ta moto à chaque année, c'est pas le même budget que ça prend. Donc, l'indépendance financière, c'est propre à chacun. Fait que ça, je viens de parler monsieur et madame tout le monde. Ouais. Pour l'entrepreneur, il y a les mêmes choses que monsieur et madame tout le monde, les REER, les CELI, tout ça. Ça, c'est le même, d'accumuler les fonds puis faire les bons choix. Après ça, tu as toute l'optimisation, tu as la valeur de l'entreprise. Ça, c'est le rôle où est-ce que, ça peut arriver. Des fois, j'ai le privilège d'avoir des influences de par mes questions ou mes commentaires, mais là, ça, c'est plus, ton dada. Mettons, la folle qui court, mais c'est ton entreprise. Oui. Je peux peut-être t'aider à dire comment rejoindre plus de gens puis croire. Même si donc, on se rend compte, je vais peut-être avec mes questions, encore une fois, au risque de me répéter, t'amener des pistes de réflexion, c'est plus ton rôle à toi. Là, quand ton entreprise, ça commence à avoir des surplus où elle peut se revendre, bien là, il faut mettre tout ça dans le cadre du plan financier. Fait que c'est ça, c'est que toi, ton rôle, toi, t'embarques au moment où il y a des surplus dans l'entreprise. C'est ça?
Aujourd'hui, plus souvent qu'autrement. OK. Mettons, j'ai des repreneurs aussi comme clients. C'est des gens qui ont des bonnes têtes. J'ai confiance dans leur futur, que le projet est bon. Mais au début, la personne, souvent, son objectif, c'est de sortir la tête de l'eau le plus vite Puis c'est souvent le sur plus une vite échelle de possible. 5 ans. Tu sais, mettons, C'est dans quand le fond, tu tu as dis... une certaine quantité de temps pour que ça décolle. Sinon, Exact. tu vas te retrouver à faire d'autres choses. Mettons, je décris la plupart des modèles Tout à fait. d'affaires. Là, puis au début, ben pas toutes les modèles, mais des fois, tu brûles de l'argent. Oui. Puis là, si t'en brûles trop puis trop longtemps, ben le projet meurt. Là, Puis en mode start-up, mettons justement quelqu'un qui a eu des investissements au début à faire pour juste partir l'entreprise, qui est en déficit, puis que sur une échelle de, je sais pas, 3, 4, 5 ans, veut arriver even, puis après ça, dégager des profits. Toi, c'est parce que tu te sens que tu n'as pas d'expertise à ce niveau-là ou tu sens pas que tu es utile à ce niveau-là? Non, je suis utile, puis je les aide, ces gens-là. Oui. Mettons, une des façons que je les aide avec l'École d'entrepreneurs de Québec, je donne des formations quelques fois par année qui sont gratuites pour les entrepreneurs. Puis je dis toujours aux gens que j'ai formés, vous pouvez m'écrire puis m'appeler pour des questions. C'est juste que la façon que ça fonctionne, on a un bassin de clients qu'on peut desservir. Puis plus la personne a de l'expérience puis une clientèle établie, bien, la rémunération qu'on a, c'est une rémunération indirecte en fonction de l'actif qu'on gère. L'entrepreneur qui commence, il a besoin d'aide, je fais des choses pour lui, mais il n'y a pas d'actifs à gérer, donc j'ai pas la même source de rémunération de l'accompagner. Ça fait que là, je vais trouver d'autres façons de l'accompagner dans tout ça. Idéalement, là, je voudrais ajouter aussi un plus jeune dans l'équipe qui pourrait aider ces gens-là, mais je l'ai fait beaucoup, puis je le fais encore à l'occasion. Mettons, pour quelqu'un start-up, une des choses à penser, bien, aussitôt qu'il va être capable, il n'y a pas personne qui va s'occuper de sa retraite. Là. Il y a des petits trucs à travers l'État, mais il n'y aura pas de fonds de pension, il n'y a pas de REER collectif, son employeur, c'est lui-même. Fait qu'aussitôt qu'il est capable, il doit garder ça à l'esprit puis faire les bonnes choses. Mais l'assurance invalidité, c'est un manque, mettons, pour les entrepreneurs. Si tu te lances en affaires puis tu es devenu incapable de travailler pour des raisons physiques ou mentales, bien, tu n'as pas de filet. Les gens savent peu ou souvent avec leur employeur, une assurance invalidité, s'il arrive quelque chose, on va recevoir une rente d'invalidité. Ouais. Fait que ça, c'est une des choses à s'outiller. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut y penser. Si on a un associé, bien là, ça prend une convention d'actionnaire puis rachat de part en assurance vie. Donc, s'il y en a un des deux qui décède, que l'autre ait de l'argent pour racheter la part de son associé. Quand même. Fait qu'il y a des choses à faire, même si on n'est pas en mode surplus ou en mode accumulation. Et ça, je le fais quand même régulièrement. Plus en prévention de s'il arrive quelque chose. Oui, c'est ça, exact. Puis là, bien, prévention, mais au meilleur coût possible parce qu'on est toujours dans une contrainte de liquidité. Mais il y a plein de pièges aussi que je dis dans les formations ou que je vais dire dans le contact avec la personne. C'est juste que la relation officielle de planificateur financier où est-ce qu'on va se rencontrer de façon régulière est moins là à ce moment-là. Ça fait que là, c'est plus la phase après là, que là, j'interviens puis que j'ai beaucoup dans ma clientèle. C'est-à-dire, on commence à faire des surplus. L'entreprise, mettons, l'a acheté, est payée. C'est excitant, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les surplus? Comment on optimise tout ça? T'sais, qui je ne recherche pas ça, d'accomplir beaucoup plus avec la même quantité d'efforts. En gros, c'est ça que je propose aux gens. Puis à travers la fiscalité, c'est un des gros éléments pour les entrepreneurs. Puis c'est quoi la fiscalité, grosso modo, le concept de la fiscalité? Un exemple, notre industrie guide trop souvent les entrepreneurs comme monsieur et madame tout le monde. Tu vas épargner dans le REER, puis dans le CELI, tout ça. Mais la réalité, c'est quand est-ce que tu devrais, en tant qu'entrepreneur, créer ta compagnie de gestion? OK. Et comment tu vas te servir de ta compagnie de gestion pour accumuler ton actif retraite? À certaines conditions, là, les bénéfices, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais les bénéfices de ta compagnie opérante peuvent être glissés à certaines conditions dans ta compagnie de gestion sans impôt additionnel. Fait que là, si tu te trouves à épargner une compagnie, ça paye beaucoup moins d'impôts en pourcentage qu'un individu. Ça fait que là, tu te trouves à épargner beaucoup plus et faire beaucoup plus de petits pour ta retraite, c'est différer l'impôt. Là, donc, et là, c'est une source d'enrichissement exceptionnelle. Puis c'est dans ces erreurs, c'est toutes des erreurs qu'il y a dans. Est-ce que je devrais être incorporé? Est-ce que je devrais accumuler dans ma compagnie ou pas? Est-ce que je devrais le faire dans mon opérante ou dans ma compagnie de gestion à créer? Après ça, quand j'en ai une, c'est quoi que je privilégie comme épargne? Est-ce que je place tout dans la compagnie de gestion ou je continue de prendre des REER comme... C'est là que toutes les erreurs se font.
Puis la fiscalité est différente du placement, même dans une compagnie de gestion. Il y a de l'impôt à payer sur les rendements. Il y a plein d'erreurs qui sont faites. Puis c'est quoi la différence entre... là, on est vraiment dans la technicalité. J'ai Ben pas l'impression que je m'adresse... Je t'utilise en ce moment, Marc-Antoine. Mais c'est quoi la différence entre une compagnie opérante puis une compagnie de gestion? Je prends quelques minutes pour vous rappeler que le balado Histoire d'entrepreneur est présenté par Marc-Antoine Reed, planificateur financier. Marc-Antoine Reed aussi, qui est un homme engagé dans sa communauté à travers plusieurs causes, travaille régulièrement de près avec des entrepreneurs, des professionnels aussi qui veulent s'incorporer. Question d'atteindre leurs objectifs financiers. Vous visez l'indépendance financière. Eh bien, Marc-Antoine Reed, planificateur financier, va vous aider à les atteindre, ces différents objectifs-là. Travaille avec vos autres experts, que ce soit des comptables, des fiscalistes, vraiment pour s'assurer d'atteindre ce que vous souhaitez. Il est planificateur financier. Faites-lui confiance. Il s'appelle Marc-Antoine Reed. Bien, une compagnie opérante peut devenir une compagnie de gestion, là, mais c'est une compagnie qui n'a pas d'opération, que le but, c'est de gérer des actifs. Ça peut être des placements comme ce que moi, je propose aux clients. Ça peut être de l'immobilier. Ça peut être un mix des deux. Ça, c'est une compagnie de gestion. OK. Il y en a qui n'en ont pas mais de les besoin. revenus dépenses, ça, c'est ta compagnie opérante. Oui, c'est ça. Ouais, exact. Ouais. Okay. Puis après ça, c'est les surplus ou peu importe là, que tu peux transférer dans ta compagnie de gestion pour placer ton argent. Exact. Comme l'achat, comme tu disais, d'un immeuble ou peu importe. C'est ça. OK. Et ou placement. OK. Fait que, mettons, il y a une bonne partie de mes clients ont une compagnie opérante et ont une compagnie de gestion. Puis moi, je gère des sous. Mettons, le portefeuille du client, il y a son compte de compagnie de gestion, c'est REER, puis des fois, c'est CELI, je mange d'épargne et tout ça. Donc là, il y a plus de choses pour faire des choix où est-ce qu'on oriente les sous pour maximiser la valeur. Je t'écoute parler, puis je suis comme... c'est ça, là. Je suis néophyte dans le domaine. Je m'y intéresse de plus en plus. Mais tu sais, un entrepreneur qui débarque là, puis qui est complètement perdu, qui n'a jamais eu peut-être de notion de planification financière, puis qui débarque devant quelqu'un comme toi, il doit comme avoir comme une paire de lunettes qui se met devant lui, faire comme « OK, là, je vois bien. Je sais où je m'en vais. » Ça doit quand même être une espèce de... peut-être d'un allègement pour eux que de trouver quelqu'un comme toi pour les accompagner. Puis le défi, c'est quand même c'est d'être le plus clair possible parce que c'est quand même assez complexe, ça, ce que j'explique là. Oui. Puis d'aller assez vite possible aussi. Parce que l'entrepreneur, il n'y a pas 3 heures pour que tu expliques les choses. OK. Fait que là, c'est de s'adapter jusqu'à quel point il veut comprendre. Mais en même temps, je trouve qu'une des qualités des entrepreneurs, c'est qu'ils savent reconnaître. Ils le voient vite, c'est qu'ils sont assis, là, je dis ça sans prétention, mais qu'ils sont assis avant la bonne personne, qui va avoir une plus-value et qui ne perdent pas leur temps. Le temps, c'est précieux pour les entrepreneurs. Le focus principal de l'entrepreneur, c'est sa business. T'sais. Le reste, des fois, ça fait partie de l'erreur. Le reste, on ne consacre pas assez de temps aux autres choses autour. Et l'effet du temps et de l'argent, les gens ne comprennent pas assez. Aujourd'hui, une économie d'impôt, avec l'effet des intérêts composés, comment ça vaut au moment d'une indépendance financière à 60 ans, ça vaut une fortune si tu fais les bonnes choses. Fait que on passe beaucoup de temps sur la business, mais pas assez de temps autour à ce qu'elle soit bien organisée, que la planification financière fiscale soit bien faite. C'est quoi ta relation, toi, avec l'argent? C'est sûr que travailler dans ce milieu-là, ça développe des choses peut-être que j'aurais pas développées si j'avais fait autre chose. Une chose est sûre, je ne sais pas pour quelle raison, mais à des niveaux différents, là, j'en ai jamais manqué. Là. J'ai toujours des belles opportunités. Même les jobs étudiants, ça a été des belles jobs. Tout ça. Ça fait que je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai une espèce d'instinct de poser les bons gestes et les bonnes choses. Je suis pas tant motivé par la quantité de salaire que je fais. Là, je dis souvent aux gens, je suis plus un bâtisseur. Donc, une des choses que j'aime de mon milieu, c'est que ma clientèle, le jour où est-ce que c'est pas proche, mais le jour où est-ce que je vais la confier à quelqu'un d'autre, ça va être la bonne personne, mais ça a une valeur. J'aime ça pouvoir construire quelque chose qui va se revendre. Donc, c'est souvent une des choses que certains entrepreneurs apprécient. C'est un beau moment, là, la vente d'entreprise. Là, même si c'est pas une période facile aussi. Ça, j'accompagne plusieurs personnes là-dedans. Là, mais même l'après, il n'est pas facile. Fait que tu vas en côtoyer quelques-uns en voyage que j'ai accompagné là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est ça. Donc, tu sais, toi, dans le fond,
J'ai écouté plusieurs balados justement sur la finance, des journalistes financiers, des gens qui se sont spécialisés justement au niveau fiscal. Puis il y a toujours eu cette espèce de... Soit je me suis intéressée parce que j'ai perdu beaucoup d'argent en tentant de faire des placements ou à ce moment-là, je me suis mis à lire. Puis là, je suis devenue quasiment un expert en ma matière sans pour autant avoir des études là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je voulais savoir, toi, est-ce que c'est... Tu dis que tu as toujours eu cette espèce de flair-là, puis le côté argent, c'était pas un appât du gain nécessairement, mais... Non, c'est un désir d'avoir une belle situation, de construire. Ça a été un moteur puissant, je dirais. Maintenant que tu donnes ton exemple, quand j'étais étudiant, j'ai quand même fait quelques erreurs avec aujourd'hui des sommes que je considère très petites, puis ça m'a permis de les faire au début avec des sommes très petites, et pour moi-même, et non en conseillant d'autres gens. Fait que ça, j'en ai fait quelques-unes. Ça a permis d'affiner la méthode, si on veut, là, ça, à travers des lectures. Mais je pense que le principal élément de réponse, ça serait ça. J'aime ça construire, j'aime ça mesurer les choses, puis je vois pas l'argent comme... j'ai pas une soif d'argent. Je vois l'argent comme un peu un jeu puis une unité de mesure qu'on peut se servir pour mesurer une progression, une réussite. Puis c'est plus la valeur de ce que je construis qui me motive que le revenu que je construis. C'était-tu là que tu allais avec la question? Ouais, tout à fait. Toi, sais-tu toi de faire ça? Je suis curieux de t'envoyer la question. Absolument. J'ai fait la démarche dernièrement avec ma psy. Moi, j'ai fait beaucoup de travail d'introspection au cours des dernières années, justement parce que je veux essayer davantage de me connaître. Puis je me rends compte qu'en ce moment, l'argent, puis c'est ça qui a fait que j'ai délaissé un peu plus le côté entrepreneur à risque et tout ça, parce que en ce moment, j'ai besoin d'une stabilité, donc financière et tout ça, pour atteindre mes objectifs, soit celui d'être la meilleure mère de famille possible, d'être la meilleure animatrice aussi. Puis mine de rien, on est tellement... On met tellement nos trips à la table à la radio que je peux pas ne pas être bien, moi, dans la vie. Puis ça passe par, entre autres, le fait que je dors bien parce que les sous rentrent. Puis j'ai pas peur de savoir si le mois prochain, je vais être capable de faire l'épicerie. Fait que, mais ma relation avec l'argent est de mieux en mieux. Il a vraiment fallu que je déconstruise des choses quant au fait, entre autres, que ceux qui ont de l'argent, c'est des crosseurs. J'ai comme eu un petit peu cette éducation-là. C'est entretenu chez les Québécois, particulièrement. Oui, on sait bien lui. On sait bien elle. Moi, j'ai été élevée un peu là-dedans, tu sais. Fait que c'est comme si je ne me permettais pas, moi, d'en faire dans mon inconscient. Mais ça a été vraiment... Ça a vraiment pris l'introspection. Fait que maintenant, je me permets, oui, de faire rentrer les sous puis d'être fière de ça puis de pas le repousser, là, tu sais. Fait que... Mais il y a aussi la contrainte en ce moment où, ben c'est pas une contrainte, mais c'est ma volonté d'être bien à la maison puis d'être la meilleure personne possible pour ma blonde. En tant que blonde, oui, mais pour mon chum, pour ma famille puis les choses les plus importantes pour moi, puis arriver à mes fins aussi, là, tu sais. Fait que, elle est là. Tu vois ce que tu décris là, tu sais. Toi, ta recette, c'est d'être présentement un peu moins entrepreneur à risque, mais mettons de bien faire les choses. C'est une solution qui procure chez certains le même effet. Puis, plus que tu es indépendant financièrement ou que tu as posé les bons gestes, ben moins que tu as cette source de stress-là que tu décris à ta façon aussi. Là. Dans le fond, on vient d'effleurer des portions du bénéfice de bien faire les choses, d'être bien guidé aussi. Là. J'ai été employée pendant... écoute, toute ma vie, jusqu'à il y a 1 an, j'étais encore employée, mais j'ai choisi de devenir travailleur autonome à 100% malgré tout. Fait qu'on dirait que là, j'ai le parfait monde, là. J'ai le parfait mélange des deux parce que employée, peut-être que je me sentais un peu prise. Je sentais pas que je pouvais vraiment voler de mes propres ailes. Là, je suis travailleur autonome à 100%, mais je viens de signer un contrat de 3 ans. Fait que je suis comme, OK, ben c'est nice. J'ai une sécurité d'emploi, du moins de travail, de revenus à venir, mais je suis travailleur autonome. Fait que ça me permet, entre autres, de quitter pour 3 semaines pour aller monter le Kilimandjaro. Tu comprends? Bonne chose. Ce qui n'aurait pas pu peut-être avoir lieu si j'avais été employée. L'argent, tu aimes le redonner, Marc-Antoine? Non. T'es un philanthrope. Ben oui, t'es un homme qu'on voit pour vrai. Des bonnes causes, Oui, ben oui. Puis t'es un homme qui est impliqué dans plein d'organismes, des CA et tout ça. Parle-moi de ce côté-là qui semble prendre quand même beaucoup de place dans ta vie. Ça a toujours été le cas. Puis je pense un peu ma carrière puis mes rôles m'ont amené à en découvrir encore plus. Des fois aussi être sollicité
pour contribuer plus. Là. Ça fait que je suis sur le CA de la Fondation. J'ai 2 grandes causes. Là. J'en soutiens beaucoup plus que ça là, à travers des clients ou des gens que j'apprécie qui ont leur propre cause puis qui, des fois, qui nous approchent. Mais je suis sur le CA de la Fondation Sourdine. Ça fait que j'y consacre quand même pas mal de temps. C'est tellement une belle cause. Là, les enfants, on appuie les coloralistes. C'est des enfants qui ont des problèmes langagiers et d'audition. Donc, les deux vont ensemble. Mm-hmm. Donc, on aide ces enfants-là qui ont besoin d'un encadrement d'éducation particulière pour qu'ils soient capables de réintégrer le milieu scolaire standard puis qu'il y ait un meilleur... la même quantité d'opportunités futures. Puis des fois plus, je dirais, parce qu'ils ont développé des aptitudes puis ils ont eu... des obstacles aussi qui ont surmonté, donc à avoir un monde d'opportunités dans le futur. Ça fait que ça, c'est une cause qui me passionne. Puis la deuxième, c'est la Fondation Cerveau, là, la cause qu'on supporte ensemble avec le projet Kilimanjaro. D'ailleurs, bien content que tu aies embarqué dans le projet. Donc, Fondation Cerveau, c'est tellement large, ça touche tellement de gens. Là, puis personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri de ça. Là, c'est démocratiser tout ce qui est la santé mentale, que les gens soient à l'aise. J'aime ça quand tu parles. On est au micro puis tu as dit avec ma psy. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Puis si tu recules de 10 ans, il y en a encore moins qui sont capables de faire ça. Mais ça se garde en santé. Puis de temps en temps, un cerveau, ça peut tomber malade. Puis là, tu as toutes les autres maladies du cerveau. Tu as le centre de recherche aussi. Puis j'ai été... moi, il n'y a pas si longtemps, je disais toujours, je m'implique beaucoup. Puis des fois, je trouve tellement les raisons des autres bonnes de s'impliquer parce qu'ils ont toute une histoire à raconter pourquoi ils s'impliquent, par exemple, pour la Fondation du cancer, puis des trucs comme ça. Puis moi, la seule chose que je disais, c'est que je m'implique parce que je trouve c'est important de le faire, puis je suis privilégié par la vie parce que j'ai pas d'histoire... Là, finalement, c'est plus vrai, cette histoire-là, là, parce qu'avec la Fondation Cerveau... d'ailleurs, sur le CA de Sourdine, une des premières choses que j'ai faites avec le projet, c'est d'expliquer à Sourdine que j'allais faire quelque chose de significatif pour Sourdine, mais j'avais un autre projet qui allait attirer l'attention sur une autre fondation qui me tenait à cœur, là, donc avec la Fondation Cerveau. Te sens-tu tiraillé des fois par tes différentes implications? C'est comme si là, on sentait que tu avais un genre de conflit d'égalité entre ce que tu donnes en termes de temps ou peut-être aussi d'argent par rapport aux différentes fondations pour lesquelles tu impliques? Le gros du sentiment, je suis content puis je suis fier de ce qu'on fait. Puis j'ai l'impression que des fois, on pose des gestes. On est mauvais, l'être humain, à se rendre compte, des fois, à court terme, de ce qu'on vit. Ou quand tu es en voyage, si tu peux vivre avec autant d'intensité le voyage que la façon que le souvenir reste ou se développe après ton voyage, le voyage, c'est tout un trippant voyage, mais ça sera encore plus... Puis c'est quelque chose qu'on doit entretenir, d'essayer de vivre le moment présent puis le savourer au complet. Des fois, on s'en rend compte juste avec le souvenir, comment c'était bien. Donc là, je pense que ça va être le même effet. Là. Cette année, c'est une année particulière. Puis je pense que ce souvenir-là ou cette fierté-là va se construire dans le souvenir aussi. Mais là, le point où est-ce que ça demandait une certaine délicatesse, c'est que je suis sur le CA d'une fondation puis j'attire les spotlights sur une autre. Là. Mais c'est 2 bonnes causes. Puis tout le monde des 2 fondations trouve l'autre fondation très bonne. Je voulais juste l'expliquer à mes collègues qui sont sur le CA que j'allais faire de quoi de spécifique pour la Fondation Cerveau, pour des bonnes raisons. Je vais expliquer les raisons aussi. C'est plus ça. Pourquoi le Kilimanjaro? Comment t'es venue l'idée de faire ce projet-là? Ben, bon, je trouve ça important de m'impliquer. Je trouve que c'est un défi qui est très difficile, mais accessible. Il n'y a pas personne qui va recevoir une roche à la tête ou qui va tomber en bas de la montagne. Là, dans une crevasse infinie. C'est ça. Comme dans les films, pris dans la crevasse, tu coupes le bras pour sortir. Non, mais il n'y a pas le niveau technique qui n'est pas très élevé, même si c'est un gros défi. Ça fait que ça, c'était l'idée. Sinon, les autres raisons... j'aime les gens, j'aime les voyages, j'aime les moments significatifs. Fait que là, j'aime les défis, j'aime le sport, j'aime m'impliquer. Fait que mettre tout ça ensemble, je pense que ça va être exceptionnel. Puis le Kili comme tel, là, par rapport à n'importe quelle autre montagne, c'était elle qui était tout indiquée pour ça? C'est une des 7 magnifiques. Puis, puis je pense, sans avoir fait d'énormes recherches, que c'est la moins risquée, mettons. Très bien. Bravo. C'est pour ça l'excursionniste en moi est très content de savoir que c'est une des moins risquées. Ben, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas réalisables. Ben non. C'est juste que l'autre, il y a des niveaux techniques puis plus élevés. Puis il y a des crevasses, comme tu dis, ou toutes sortes de trucs. Oui, non, c'est ça. On n'a pas besoin d'amener nos piolets. Là, non, c'est ça. Le piolet? Je sais pas. Le pic là, pour me décrocher, il me semble, c'est ça.
Mais puis c'est ça que, tu sais, c'est bien beau faire un défi comme ça, mais à un moment donné, il faut aussi que notre vie soit épargnée dans tout ça, qu'il n'y ait pas trop de risques, tu sais. Ouais, Entrepreneur, c'est le fun, là. On aime ça jouer avec les risques, mais pas trop non plus. Pas que mes enfants ils me disent « Papa, tu vas mourir. » C'est vrai? Oui, c'est ça. C'est ça qu'ils disent? Il a dit ça. Ils ont quel âge, tes enfants? Ma fille a 13 ans, elle va avoir 14 dans une semaine. Ouais. Puis, t'as un autre enfant? Mon gars, il a 11. OK. Puis les autres, ils pensent que tu t'en vas mourir. Ben, ma fille, ça fait une couple de fois qu'elle dit ça. Là. J'ai dit, c'est pas dangereux. Là. Non, elle dit ça parce qu'elle pense que la montagne est à ce point dangereuse ou elle pense que t'es pas assez en forme pour le faire? Non, c'est pas... Elle me voit faire du sport. Pour l'instant, je suis pas encore préparé à mon goût pour le défi, mais elle me voit faire du sport de façon régulière. Je pense qu'elle a lu une histoire d'embolie pulmonaire ou quelque chose de même. Là. Elle a lu ça? Ouais, OK, par rapport à la montagne. C'est ça. Mais ça, c'est capoté. Hein? Quand on se met à regarder des vidéos, là, quand tu m'en avais parlé un peu avant Noël du projet, puis quand j'ai décidé d'embarquer dedans, mine de rien, on s'en va voir des vidéos, on est curieux. Les premières vidéos que j'ai regardées sur YouTube de gens qui avaient fait l'ascension du Kilimandjaro, j'avais plus envie de le faire. Là, gars, le premier, je pense que je te l'avais envoyé en plus. C'est comme je pense que c'était des Français, des vidéastes qui avaient comme décidé, là, on le fait. Puis ils s'étaient embarqués dans le défi en espadrille de ville, genre, là, tu sais, pas de préparation. Puis ils avaient fait la montée. En 6 jours. Là. Je pense qu'il avait pris une voie rapide, pas celle. Nous, on prend la plus longue, justement, pour se permettre le mieux possible de s'acclimater. Eux autres, ils avaient pris une voie rapide. Ils avaient fait de l'édème cérébral, puis, tu sais, c'était comme. Il y en avait un là-dedans qui était redescendu, un autre qui s'était mis à avoir des troubles intestinaux. Puis là, j'étais là, ah, mon Dieu, si c'est ça, tu sais, moi, être pas confortable pendant 10 jours de même, je sais pas jusqu'à quel point je vais être capable de vivre ça. Mais après coup, là, on en regarde d'autres pour lesquels ça s'est bien passé, d'autres pour lesquels les gens se sont mieux préparés. Et là, ça devient ultra motivant. Tu dis que tu n'es pas préparé à ton goût, mais... Je vais l'être, il reste encore du temps. Oui, c'est ça. Demain. Mais que tu es sportif. Oui, demain. Qu'est-ce que tu fais comme sport en général, mettons, au quotidien? Je joue au hockey beaucoup. Okay. Je suis actif. Mettons, j'aime la marche en montagne tout ça. C'est juste que je ne fais pas de la marche pendant 8 jours en ligne. C'est ça que j'ai jamais fait. Là. Moi non plus. J'ai jamais fait ça, moi non plus. Sinon, tu sais, j'aime plein de sports, mais j'aime tellement le hockey. Je joue au hockey 3 fois par semaine. Là, ça fait que jouer 3 fois, ça m'assure au moins en avoir 2 fois. Puis avec le temps, ça a remplacé plein d'autres. Avant ça, je m'entraînais. Mais mon travail demande quand même pas mal de discipline. Oui. Puis les gens qui s'entraînent, je pense que c'est une fierté, tu te sens bien, mais ça va encore dans le même axe, la discipline. Tandis que le hockey, c'est un jeu. Tu sais, même quand ça te tente moins, 30 secondes après, tu ne penses plus à rien. Ça arrête ton cerveau de penser. Fait que tu t'amuses, c'est intense aussi. Ça fait que c'est ce que j'aime bien du hockey. La chambre, ça, c'est le fun. C'est un genre de 5 à 7. Ah oui? Ouais. Ma blonde a dit souvent... c'est quoi les niaiseries que vous avez dit aujourd'hui dans la chambre? Elle aime l'humour de gars, puis c'est quand même drôle, une chambre de hockey. Oui, j'en entends beaucoup parler de mon collègue Martin quand il joue au hockey. Il nous raconte des histoires de chambre de hockey. Oui. Je me demandais, en fait, c'est une question que j'aimerais te poser. Je vais te la poser là. Puis j'aimerais te la reposer puis t'enregistrer dans quelques mois lorsqu'on sera de retour de la Tanzanie. Qu'est-ce que tu penses que ce défi-là, l'ascension du Kilimandjaro, va t'apporter en tant qu'humain, en tant qu'entrepreneur? C'est une bonne question. Écoute, mon principal objectif, c'est de bâtir des souvenirs intenses et incroyables. Fait que c'est plus susceptible d'arriver comme on est un groupe ensemble, puis on va partager comme des up and down, des émotions, puis un défi. Ça fait que c'est peut-être ça. C'est la qualité des souvenirs qu'on va regarder de tout ça. L'après va être le fun aussi, la récompense de donner. Ça va être un gros montant. Là. C'est fou comment ça touche des gens, puis comment on... Ah oui. On est un groupe le fun aussi. Là, les gens s'impliquent, ils ont leur réseau, puis tout ça, des réseaux différents. Ça fait que ça attire beaucoup l'attention sur le projet. Je remercie d'ailleurs tous les gens qui nous ont supportés, là, peu importe la grosseur du don, là, on apprécie énormément. Mais ça va être un gros chèque qu'on va remettre à la fin. Là, c'est comme au début novembre. Ça fait que l'impact qu'on a aussi sur la cause, j'aurais peut-être dû dire celui-là en premier. Là, c'est un melting pot de toutes sortes d'affaires. Mais est-ce que tu penses que toi, dans toi, là, tu penses en apprendre sur toi, découvrir des pans de ta personnalité ou que tu connais pas encore, peut-être? Assurément. Puis aussi, c'est déjà arrivé dans d'autres circonstances, mais de le vivre avec d'autres, ça,
c'est unique. Là, tu en as parlé toi-même. Là, c'est un des bouts du vidéo que tu avais tourné que j'aimais bien. Là, on va se voir à certains moments vulnérables là, dans le groupe. Là. On va être... Ben, moi, je nous sens l'un et l'autre privilégiés de pouvoir vivre ça tout le monde ensemble parce qu'on se connaît pas tous. Mais il reste qu'après ça, on va être liés. Ouais, on va être liés presque pour le restant de nos jours parce qu'on va avoir vécu ça. Puis peu de gens vont avoir vu un Marc-Antoine Reed dans un état comme celui-là, lequel, je sais pas. Tu vas être dans un état. À découvrir. À découvrir, justement, dans quelques mois. Peut-être que tu n'aurais pas accepté si tu le savais. Qui sait? Peut-être qu'on va être agréablement surpris ou encore, ou pas, peu importe, mais à l'inverse aussi, moi, je sais pas comment je vais répondre à ça, puis malgré le fait que... Puis ça, j'aimerais ça qu'on parle de ça, la planification, parce que tu es quand même quelqu'un qui fait de son expertise la planification. Quand même bien qu'on se planifie au maximum, il reste qu'il y a tellement d'éléments hors de notre contrôle quand on va être sur la montagne. Que... Ça peut être, on a Nicolas qui vient de faire un marathon. Oui. C'est un bel exploit. Nicolas Moreau, en plus. Mais c'est juste un exemple, mais peut-être que Nicolas, il va mal filer, il va avoir des problèmes. C'est un des plus en forme, sinon le plus en forme du groupe. Là. Je te connais pas encore beaucoup, je te soupçonne une bonne forme physique. Mais c'est ça, donc on ne sait pas. Là, c'est un peu. Puis la réaction à l'altitude. Puis quand tu as un inconfort physique, tu as beau avoir une belle personnalité, hop la vie, mais tu as tes défis internes. S'il y a quelque chose qui ne file pas. Là, exact. Fait que ça, c'est tous des moments, moi, je trouve ça, même ça qui est un petit risque ou un défi ou qui peut arriver une journée sur les 8, mais même ça, je trouve ça agréable, là, de le vivre avec quelqu'un, de le sentir chez la personne, de dire, Joanie, aujourd'hui, c'est plus tough, là, je pense qu'elle va être un peu plus dans sa bulle, je vais rester proche s'il y a quelque chose, mais je vais la laisser tranquille, c'est un exemple. Là, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis, c'est ça, parlons de planification. Tantôt, tu m'as dit, ça commence demain, l'entraînement. Ouais. As-tu un plan spécifique pour arriver à ton objectif? Non, c'est ça. L'indépendance. Je vais en faire le plus possible. L'indépendance financière, l'indépendance d'entraînement. D'ascension. Non, l'idée, c'est de la mettre au calendrier. Il faut que je fasse ça, là, parce que déjà, le hockey, je me compte chanceux de pouvoir jouer au hockey 3 fois par semaine. Là, je suis engagé là-dedans. J'y ai pensé pour la 3e fois, puis je veux rajouter de la marche avec ça. Je vais en faire aussi en famille, peut-être de façon un petit peu moins intense. Fait que je vais en faire le plus possible, puis je vais réévaluer où est-ce que je vais être au mois de juin. Puis j'ai tellement fait de sport aussi, peut-être un petit peu avec le temps. J'ai... développer des petits bobos aussi. Ça fait qu'il y a des affaires que je faisais beaucoup avant que je peux pas nécessairement faire ou que je prends un risque, je le fais pour m'entraîner. Mettons la course à pied sur l'asphalte, je fais plus ça. Il y a beaucoup d'impact. Je faisais beaucoup. Je restais au lac Beauport, je faisais le tour du lac. C'est quand même un bon exercice. Il y a des côtes. Absolument. Je faisais le tour du lac, je sautais dans la piscine, puis je faisais ça 1 ou 2 fois par semaine là, pendant la période d'estival. Fait que là, je le ferai pas cet été. Ça fait qu'il faut que je trouve des affaires le fun. Là, mais le mettre au calendrier, là, donc au moins 1 fois par semaine, puis une autre fois plus soft avec la famille. C'est ça que je vais faire. Continuer de jouer au hockey, faire attention aux petits bobos aussi. Des fois, ça peut être juste être ça qui peut t'empêcher d'avoir Moi, c'est ce qui pas exagéré, dans le fond. C'est ce qui m'énerve le plus, je pense, d'ici là. Je pense que d'ici le défi, ce qui me fâcherait le plus, ce serait, mettons, de me péter de quoi, là, de me blesser qui ferait en sorte que je ne serais pas capable d'aller. Oui, exact. Ça me fâcherait vraiment beaucoup. Ou si tu t'entraînes très fort, tu as un cardio de la mort, mais tu as mal à une cheville puis ça guérit pas, ben là, tu sais... Fait que là, c'est ça que je veux doser. Là. Ça fait que, je sais que dans le groupe, il y a des grands sportifs. C'est pas moi qui va arriver avec le meilleur cardio, mais je vais arriver avec un bon cardio, puis je pense qu'il va être suffisant pour bien faire l'événement, mais pas bien faire la chose, mais je vais arriver avec une certaine forme d'endurance avec ce qu'on va faire pour garder un certain niveau de confort tout le long. Puis, tu sais, on parle de la planification physique, mais je pense qu'il y a la planification aussi mentale là-dedans. Puis ça, quand j'ai regardé des... J'étais un peu intense là, quand je décide que je m'intéresse à de quoi. Là, j'embarque là-dedans, puis je deviens une espèce de... Je deviens hyper focus là-dessus, là, mais justement, les vidéos du Kilimandjaro que j'ai regardées, des articles que j'ai lus, c'est une philosophie. Tu parles de cardio, mais j'ai pas tant l'impression que c'est le cardio qui est nécessaire parce que la philosophie du Kili, c'est long et lent. Fait que, tu sais, c'est pas tant d'être capable de souffler, peut-être, oui, avec l'altitude, mais je pense que c'est vraiment dans Puis je pense que c'est ça aussi que les gens réalisent davantage, c'est on a tellement un train de vie qui est rapide, on est tellement pressé de tout faire que là, on est obligé de
ralentir, puis on est obligé de marcher pas vite. Ouais. Tu sais, au début, là, ça a l'air que les premières heures, là, tu voudrais marcher plus vite, mais les guides nous empêchent de le faire. Puis même on les est comme après-midi, tout le je temps trouve ça stressé. particulier. Ça va être ça risque d'être le fun, là, parce que ça ralentit le rythme aussi. Les après-midi, on fera pas grand-chose. Là, on marche plusieurs heures la matinée, mais l'après-midi, le rythme va être assez lent là, aussi. Mais on m'a dit, quand je préparais tout ça, puis je m'informais que les athlètes, c'est les pires pour que ça se passe moins bien. Fait que ça m'a motivé à pas trop. C'est pas vrai. Mais non, faire sa part. Donc là, tu sais, ça parle de dire faut que tu te gardes un bon niveau de forme physique, faut que tu te doses tes efforts, faut que tu aies de l'endurance. C'est plus dans ce sens-là. Outre ce que je fais déjà, puis ce que j'apprécie pour me garder en forme, c'est plus dans ce sens-là que je veux m'entraîner, que de repousser mes limites. Puis potentiellement, c'est le défaut de l'athlète, c'est qu'il repousse ses limites, puis il s'écoute moins bien, puis il va trop vite, puis finalement, là, il développe les problèmes d'altitude plus facilement. C'est un peu ça l'idée, là. C'est que... J'ai l'impression qu'au niveau des athlètes, il y a de l'orgueil. On dirait qu'ils embarquent là-dedans. Je suis capable, tu sais, je vais le montrer, mais en bout de ligne, c'est parce qu'une montagne, c'est plus fort que toi. J'ai jamais fait de marathon, là, comme certains du groupe ont fait, mais j'ai déjà fait un demi-marathon. Puis une des qualités pour performer, c'est qu'il faut comme si tu sois capable un peu de sortir de ton corps. Là, c'est une des affaires que j'aimais de la course. Là. Mettons, les 5 premières minutes, tu es plutôt dans ton effort, tu te mets dedans. Mais après ça, je mettais comme un peu un mode un peu... Cerveau à off, là? Oui, c'est ça. Puis pas tant cerveau à off. J'ai eu plusieurs bonnes idées d'affaires en courant. C'est comme un effet un peu planant là, quand tu as pris ton rythme. Là. Oui. Au début, ça demande un effort. Puis après un certain temps, ça redevient difficile. Je comprends. Mais la période entre les deux, c'est plutôt bien. Là, c'est un beau buzz. Oui, c'est vrai. Ouais, ça manque d'ailleurs. Là, je dis que je ne courrais plus. Mais ça me manque un petit peu, cette portion-là. Mettons, pour courir plus que 45 minutes, je commence à avoir moins de plaisir, mais 40-45 minutes, j'aimais ça. Oui, c'est le fun. C'est pas trop long. C'est efficace. Puis on peut quand même se donner sur un 45 minutes. Là, tu vas courir 3 heures, tu peux pas être à bloc là, durant ces 3 heures-là, mais 45, ça se fait très bien. Un projet comme celui-là, autant au niveau de tout l'argent qui est amassé, parce qu'on le rappelle... C'est plus là la grosse planification, c'est tout ce qu'on fait pour attirer le plus possible l'attention positivement là-dessus, puis avoir plus d'impact, ramasser les fonds, mobiliser le groupe, puis d'essayer... Ça me motive aussi. Là, je trouve ça agréable parce que on dirait que ça colle entre les membres du groupe, les gens sont contents de se voir, puis tout le monde est enthousiaste vis-à-vis du projet. Ça, c'est un petit élément de fierté aussi, puis c'est d'entretenir ça aussi là, à travers certaines activités. D'ailleurs, j'encourage les gens, le 12 juin, il reste encore quelques billets. Là, c'est toi, là, une des deux conférences. Donc, puis hâte de t'entendre. Puis François-Guy Tivierge aussi, on fait ça au bivouac. Belle soirée, 5 à 9, avec plein de bon monde pour une bonne cause. Le coût est raisonnable, il va y avoir des bouchées et puis une consommation aussi, 75 $. Puis tous les profits sont remis à la Fondation Cerveau. Ça nous permet de passer un bon moment ensemble, puis un peu déjà de se projeter. Deux volets, là, santé mentale, mais aussi dans le futur, défi, ascension, tout ça. Absolument. Puis justement, pour être capable d'organiser des événements comme celui-là, dans le but, d'aller faire l'ascension du Kilimandjaro, ça prend des contacts. Je pense qu'une de tes forces à toi, c'est ton réseau de contacts. Marc-Antoine, parle-moi donc justement parce que j'imagine que c'est important pour toi d'entretenir un réseau de contacts. Parle-moi de cette richesse-là que tu as à travers ton réseau. C'est humain qui revient. J'aime ça être avec des gens, puis je travaille avec une clientèle d'entrepreneurs. Ça fait que là, c'est de faire connaître de la bonne façon aux gens. Ça fait que oui, le réseau, j'aime bien entretenir mon réseau, puis participer à des événements caritatifs aussi. C'est là qu'on recroise ces personnes-là. Je pense qu'une des façons de l'entretenir aussi, c'est soutenir ce qui leur tient à cœur. Fait que là, je sais pas, je devrais dire ça en ondes, mais à toutes les fois que quelqu'un m'approche pour une bonne cause puis que je le connais, je donne. Donc, le niveau est différent. Là. Je peux pas donner si je donnais systématiquement des gros montants à chaque fois, là, ça marcherait moins bien, mais... Donc, ça aussi, c'est important. On le note, hein, quand quelqu'un... mettons que toi aussi, tu ramasses des fonds pour la cause, ça veut pas dire... Il y a plein de gens que tu apprécies puis qui t'apprécient, qui t'ont pas donné, mais tu remarques quand même ceux qui, en plus, ont posé le geste de t'appuyer. Je fais la même chose aussi pour les gens qui m'approchent ou que je vois qu'il y a des choses qui leur tiennent à cœur. Ça fait que oui, entretenir mon réseau, c'est important. Sylvain Boudreau, qui j'ai assisté plusieurs formations, quand j'étais directeur, je l'ai engagé aussi. Il dit quand on connaît quelqu'un, on ne peut pas le déconnaître. C'est toujours intéressant de connaître quelqu'un, laisser une image positive, puis s'intéresser à la personne. Ça fait que j'essaie d'en faire bénéficier
Là, présentement, c'est une cause qui me tient à cœur. Je pense que c'est une des choses que j'ai pu apporter jusqu'à maintenant avec la Fondation Sourdine. Il y a des gens qui donnent plus de temps que moi sur la Fondation. Je m'en excuse tout le temps, mais j'essaie de compenser par une introduction ou un contact qui va mener à une belle chose ou un bel événement. Ça fait que, oui. C'est une question que j'ai posée à Anya Fukuoka. Okay, ouais. Dans le balado que j'ai fait. Hein? Qui est devenue une amie. Ben oui, c'est ça qui est drôle. Le monde des affaires, c'est quand même interrelié. Tout le monde se connaît jusqu'à un certain point. Anya qui avait déjà dit, je pense que c'était dans un panel de la Chambre de commerce, ou je ne sais plus trop, elle avait dit que son plus gros stress professionnel, c'était de tomber enceinte. Et là, on est embarqué dans une discussion autour de la maternité. C'est pas mon cas. Non. Mais tu sais, on est embarqué dans une super de belle discussion autour de la crainte de devenir parent ou de la maternité quand tu es une femme en affaires et tout ça. Okay. Et depuis ce temps, je pose la question à mon invité. Quel est ton plus grand stress professionnel, Marc-Antoine? Ouf, c'est une bonne question. J'ai rien qui me vient à l'esprit. À l'occasion... Ou un enjeu, peut-être? Des fois, c'est peut-être à tort ou à raison. Des fois que je trouve que mon métier vient avec une certaine pression. Il y a beaucoup de gens toute ma clientèle compte sur moi pour un aspect ou un volet de leur vie. Là, c'est peut-être moi qui en rajoute un petit peu là-dessus, mais une fois de temps en temps, ça vient avec je ressens le poids de cette responsabilité-là. Ça arrive pas trop souvent, mais ça arrive une fois de temps en temps. Ça fait que ça peut arriver de développer une petite anxiété qui passe vite. Là. On continue de faire les choses, puis ça passe. Là. Fait que c'est peut-être l'exemple qui me viendrait à l'esprit. Sinon... Puis si tu parles... Sinon, c'est peut-être d'être capable de reconnaître si elles arrivent... mettons, l'équilibre dans une vie, c'est quelque chose de personnel. Mon équilibre à moi, il n'est pas la même chose que... Moi, j'aime ça faire beaucoup de choses, puis réaliser des trucs. Ça fait que je travaille plus que la moyenne, puis beaucoup plus que la moyenne. Mais c'est de savoir reconnaître quand là, tu tombes dans ta zone de déséquilibre. Là, ça m'arrive à l'occasion. Puis il faut que je l'entretienne, il faut que je cherche à la reconnaître. Là. C'est peut-être une autre chose qui... C'est un stress ou une préoccupation là, que j'essaie d'avoir... à faire attention, mettons. Tu vois, l'équilibre, c'est une réponse que je reçois régulièrement des entrepreneurs que je rencontre. C'est l'espèce de quête d'équilibre, justement, parce que l'entreprise, c'est prenant. Puis des fois, non, je pense pas qu'il y ait aucun entrepreneur qui compte ses heures. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Mais, tu sais, puis tu dis, des fois, c'est de savoir reconnaître quand est-ce que je suis peut-être en perte d'équilibre. Est-ce que c'est toi qui fais cette prise de conscience-là ou c'est les gens autour de toi, par exemple, je sais pas, ta conjointe? Est-ce que c'est des gens autour de toi qui te le font remarquer, ça? C'est principalement moi, mais ça peut arriver que l'entourage envoie quelques signes à laquelle... Mettons, c'est une période où est-ce que tu es trop intense sur le travail. À un moment donné, tu peux avoir des signes qui sont renvoyés. Là. Ça peut être... ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est déjà arrivé que mon petit gars me dise « Hey, papa, il me semble qu'on te voit moins... récemment, ça fait que là, ça fait un choc. Là, là tu réfléchis, puis tu fais quelques ajustements. Des fois, ça peut être la conjointe. La conjointe aussi. À l'élément de réponse, je rajouterais peut-être la préoccupation. C'est pas une source de stress, mais une préoccupation de dire est-ce que je fais à ce qui est important pour moi la meilleure utilisation de mon temps? C'est un questionnement que j'ai souvent, puis ça peut arriver quand tu parles à des personnes, tu es animatrice, c'est déjà arrivé, j'imagine que tu interroges des personnes plus grandes, ça peut arriver que les personnes aient des regrets sur l'utilisation du temps qu'ils ont fait dans le passé, avec le recul. Fait que, moi, mon rôle de planificateur, des fois, c'est un défaut professionnel, je me projette dans le futur, mais est-ce que Marc-Antoine, dans 10 ans, quand il va repenser à l'utilisation de mon temps aujourd'hui, j'en fais-tu la bonne utilisation avec le bon dosage à chacun des volets d'une vie? On verra dans 10 ans, mais je me questionne aujourd'hui à l'occasion là-dessus. Est-ce que tu penses que tu es sur la bonne voie en ce moment? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est sûr que passer plus de temps avec les enfants, c'est quelque chose il y en a qui passent plus de temps avec leurs enfants. Par contre, pour les affaires importantes et significatives, je suis toujours là. Pour les grands moments aussi... mettons, il y a des gens qui, quand ils partent en vacances pour se reposer de l'aspect familial, moi, je pars en vacances, ça coûte plus cher, mais j'amène les enfants. Je veux vivre ces moments-là
avec eux. Ça fait que, il y a des trucs qu'on fait pour compenser, je pense, qui sont intéressants. Est-ce que j'ai la formule idéale? On verra le jugement que je vais faire moi-même, mais au moins, je me pose la question de temps en temps aujourd'hui, puis je ne ferai pas juste un diagnostic sans y avoir pensé plus tard, mettons. C'est quoi ton plus grand bonheur dans ta vie? J'allais te demander ton plus grand bonheur professionnel, parce qu'on peut se concentrer sur ton côté entrepreneurial, mais ton plus grand bonheur... OK. Ton plus grand bonheur entrepreneurial, ton plus grand bonheur en général. Mon plus grand bonheur entrepreneurial, c'est le lien puis la clientèle que j'ai bâti en peu de temps. Là. C'est sûr, j'étais directeur régional, donc ça fait juste 7 ans là, que je suis vraiment focus ou accéléré à avoir des nouvelles relations, principalement avec des entrepreneurs professionnels incorporés. Ça fait que ça a été vite et bien. Je savais que ça irait vite et bien, mais c'était au-delà de mes espérances. Ça fait que ça, c'est un sentiment de fierté. Les gens portent leur confiance, leur futur en moi, là, indirectement. Fait que ça, c'est un bel élément de fierté. Puis d'aider les gens aussi, de voir avec le temps, qu'est-ce que je leur permets de réaliser. Ça, c'est un élément de satisfaction important. Et d'un point de vue personnel, on ne peut pas sortir. À mon avis, on peut peut-être, j'ai certaines. Moi, je peux pas laisser la fierté, c'est de voir les enfants, de les outiller, les voir évoluer, donner le bon dosage de redressement, de faire confiance, faire les erreurs. Ça, c'est incroyable. Donc, si j'avais Anya, la prochaine fois que je vois Anya, je vais lui dire que ce sentiment-là peut aider à convaincre le stress ou d'être mère. Là, c'est drôle parce que, justement, durant cette conversation-là, elle m'expliquait les craintes qu'elle avait, comment qu'elle allait faire. Puis elle peut pas s'absenter de l'entreprise. Puis c'était beau de l'avoir se questionner. Puis j'ai dit, parce que j'ai dit, elle a repris les rênes de l'entreprise familiale. Donc, sa mère et son père ont bâti. Puis ils ont élevé leurs 2 enfants, donc les 2 nouveaux propriétaires de l'entreprise à travers la fondation de leur propre entreprise. J'ai dit, t'en as-tu parlé à ta mère de ça, de tes craintes, de tes questionnements? Elle dit, non, j'en ai pas parlé. Puis là, je l'ai invité à lui en parler. Je sais pas si elle l'a fait à ce jour, mais c'est... Oui, puis après coup, j'ai dit, c'est tellement beau avoir des enfants, c'est tellement le fun. Mais quand tu le vis pas, quand tu le sais pas, tu peux pas... tu peux pas t'imaginer ce que ça apporte que d'avoir des enfants à tant que t'en as pas. T'sais. Exact. Puis, mettons, si tu poses des questions à des gens plus âgés qui sont à la retraite, tout ça, puis tu leur demandes c'est de quoi tu es le plus fier. Mettons, la question que tu viens de me poser. Ouais. Mon père, il a fait plein de belles choses, il a gagné des prix et tout ça, mais ce qui est le plus fier, il dit, c'est vous autres. Fait que le reste, c'est demeurer imprégné et important, mais il s'est effacé un petit peu. Fait que puis tu peux pas l'imaginer à quel point, l'espèce de lien avec tes enfants. Là, c'est difficilement décrivable à quelqu'un qui en a pas. Il y a des gens qui n'auront pas la chance d'en avoir, puis c'est bien correct. Il ne faut pas insister là-dessus, mais c'est un feeling exceptionnel, puis c'est un élément de fierté aussi, là, de les voir finalement un peu te ressembler, puis de ça qui... Mettons, ce que tu leur souhaites, c'est qu'ils prennent le meilleur de toi, puis les éléments moins bons, qui les prennent pas, puis qui développent leur propre force aussi à travers les tiennes que tu les inculques. Là. Puis les leçons aussi qu'eux nous apprennent à travers des fois leur façon de penser ou leur logique. Oui, c'est ça. Des fois, ça amène à la réflexion. Il s'en rend pas compte. 2 par 4 d'en face. Exact. Marc-Antoine, ça va être la dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Du plaisir, du bonheur dans tout, du fun, dans le fond. Tantôt, après les enfants, j'aurais dit qu'est-ce qui te rend le plus heureux. Moi, c'est rire et faire rire. Ça gravite autour de ça. Ça fait que des moments significatifs, du plaisir, tant d'un point de vue professionnel, satisfaction que personnel. Ce serait ça le souhait, je pense, que je vais continuer d'entretenir parce que je suis principal maître d'orchestre de ça, mais que je me souhaite aussi ou que je pourrais me souhaiter. Merci beaucoup. Merci à toi. Ça vient le fun. Vraiment. Belle heure. Le podcast Histoire d'entrepreneur, présenté par l'équipe Marc-Antoine Reid d'IG Gestion Privée. marc-antoinereid.com